Merci pour cette présentation. Je ne m'attendais pas à une introduction aussi complète et laudative, mais je prends. Donc la présentation n'est plus à faire. Donc je travaille aujourd'hui comme consultant dans un cabinet qui s'appelle CRES, que j'ai fondé avec mon collègue Laurent Barbe. Et on fait en effet des évaluations, de l'expertise, de l'accompagnement de l'action publique à tous les niveaux. Et à ce titre-là, on a eu à travailler sur les RICS. Je vais l'expliquer. Et donc, dans mon expérience, pour déjà indiquer ce que tu disais, dans les commandes publiques, ça fait 25 ans que je fais ça. Et il y a 25 ans, on parlait de délinquance des jeunes. C'était ça la commande publique. Ensuite, il y a eu les questions il y a eu la violence des jeunes. Il y a eu un plan violence à l'école, par exemple, par M. Allègre, fin des années 90. Ensuite, il y a eu c'est pas ensuite d'ailleurs, parce que c'est pas successif. Toutes ces choses-là se superposent, mais enfin, on les voit formulées sur l'agenda politique de manière spécifique. Il y a eu les émeutes de jeunes, ça depuis le début des années 80, mais surtout, on était focalisé sur les émeutes jeunes-police, qui était un sujet en soi. Et puis, depuis 3-4 ans, la question des RICS est apparue dans la commande, de manière, vous voyez, empirique. C'est-à-dire que nous, on est un cabinet, on voit arriver des appels d'offres, des questions, et la question est arrivée par la ville de Paris, qui voyait se succéder des RICS entre jeunes sur son territoire, avec des morts, 5 morts en 2 ans. Donc le politique a une particularité parmi les acteurs publics, c'est qu'il ne peut pas ne rien faire. Je dis souvent, les travailleurs sociaux préfèrent ne rien faire plutôt que faire une bêtise. Un élu préfère faire quelque chose plutôt que faire une bêtise que ne rien faire. Enfin, c'est un peu schématique. Mais non, c'est l'éthique de responsabilité vous voyez, qui est à l'œuvre. Et donc la ville de Paris et ses partenaires, il y avait la justice, il y avait l'éducation nationale, se sont dit, mais question, qu'est-ce que c'est que ces phénomènes-là? Et qu'est-ce qu'on en comprend? Exactement les questions que tu disais. Que comprendre et puis que faire une fois qu'on aurait compris. Et donc c'est vrai que quand un problème apparaît comme ça, je vais développer après ce qu'il est nouveau et ce qui n'est pas nouveau, mais on est toujours tenté quand un problème nouveau apparaît, une situation nouvelle, c'est pas forcément d'ailleurs tout de suite un problème, de l'inscrire dans un cadre ancien. Ça c'est aussi un mouvement assez naturel de l'action publique. Et donc le premier réflexe, c'est une question de délinquance. Vous voyez, deuxième réflexe, pour schématiser, je ne vais pas... mais c'est la faute des parents. Enfin, vous voyez bien tout ce que je mets dans ce paquet-là, quoi. Si les parents supervisaient mieux leurs enfants, etc. Et donc, vous voyez, la question était tirée vers on pourrait dire, des référentiels connus, avec quand même le sentiment que ça ne suffirait pas. Et donc on nous a demandé de regarder qu'est-ce que c'était que ces RICS, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, et puis à partir de là, alors comme on est de Grenoble, on va prendre des métaphores montagnardes, mais la boule de neige, voilà, une fois qu'on travaille, on voit qu'en Essonne il y a les mêmes phénomènes, on voit qu'en Yvelines il y a les mêmes phénomènes, je me restreins à l'Île-de-France, mais contrairement à ce qu'avait dit un ministre de l'Intérieur, il n'y a pas qu'en Île-de-France qu'il y a des phénomènes de RICS. Nous qui sommes grenoblois, on sait très bien qu'il y a une RICS mortelle il y a quelques années dans les 2 quartiers de la Ville-Neuve. Il y en a à Bordeaux, enfin bon, etc. Je ferai aussi tout à l'heure un petit tour de ces différents points. Donc, peut-être avant voilà, donc je parle de là, quoi, à partir de ces observations-là. Et je vais essayer de répondre à 4 questions, donc j'ai fait de manière académique, parce que je n'ai pas fait de PowerPoint, et après j'ai regretté. Donc je vais vous donner le PowerPoint il y a 4 questions, parce qu'on nous les pose tout le temps quand on est sur les phénomènes de RICS. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce que c'est si nouveau que ça? Deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la RICS? De quoi la RICS est-elle le nom? Est-ce que ça réhabille quelque chose qui existait déjà, sous forme ritualisée ou pas? Et puis, on est en 2023, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces phénomènes-là? Donc vous voyez les 4 questions qui vont structurer mon intervention, que je vais faire entrer dans le temps, Hervé, et si jamais
Ça ne se passait pas comme prévu. Je t'autorise évidemment à me couper la parole avec délicatesse, mais... Et de façon socialement adaptée. C'est ça. Mais donc je ne doute pas de la fermeté. Donc peut-être comme chaque fois qu'on commence à parler de sujets comme ça, il faut poser un peu un fond de tableau sur ces questions-là. Donc je vais le faire vite, hein, mais violence, c'est un terme polysémique, un peu fourre-tout, un peu compliqué. Et il est quand même difficile de savoir, il n'est pas évident de savoir ce qui recouvre le terme de violence selon les lieux. Quand je dis lieu, je veux dire la violence dans le sport, la violence dans l'art, la violence dans la rue, la violence dans la musique. Vous voyez, c'est le même terme qui est évidemment, chacun peut le voir avec des acceptions différentes et des sensibilités différentes. Évidemment aussi selon les époques, tu parlais de ta jeunesse, la folle époque du rock'n'roll. Non, c'est que la violence est là aussi, aujourd'hui c'est bien documenté. Ce qui apparaissait violent dans les années 50 l'apparaît pas de la même manière aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un phénomène, je ne veux pas le développer ici, mais je pense que les violences, on pourrait dire sociales, ne sont pas appréciées de la même manière dans les périodes de guerre et dans les périodes de paix. Et comme, enfin, vous voyez, après les périodes de guerre que la France a traversées, l'Europe occidentale, on a eu une période où vraiment de pacification, quoi. Et aujourd'hui, où la guerre réapparaît, enfin la guerre, je dirais presque sous toutes ses formes, sûrement ça va remodifier aussi la perception qu'on a des violences. Donc voilà, on pourrait dire un terme vraiment à géométrie variable, et dans le temps et dans l'espace, je vais le démontrer, mais quand même rappeler que dans le temps long, la violence enregistrée baisse sur longue période. Donc ça, travaux de Sébastien Rocher et d'autres le montrent bien, notamment les homicides. Je le dis en fond de tableau, ça ne va pas être le sang, mais je le dis en fond de tableau. C'est-à-dire alors il y a suffisamment de magistrats ici pour me corriger si je me trompe, mais on a en France 1,4 homicides pour 100 000 habitants en 2021. Il y en avait 3 en 1993. Donc vous voyez, donc on a moins d'homicides aujourd'hui. Donc il y a un bruit de fond sur la violence qui est de plus en plus fort, mais quand on regarde les homicides, il y en a moins. Et donc, bon, il faut le constater, et peut-être aussi se rappeler, pour se faire peur ou pas, qu'aux USA, le taux d'homicide est 6 fois supérieur à celui qu'on a en France. Je n'oserais pas dire qu'on a de la marge, mais non, mais ça veut dire qu'on a des sociétés aujourd'hui au même moment qui nous semblent assez proches, mais qui ne le sont pas tant que ça. Enfin, vous voyez, on pourrait dire que la représentation qu'on a du phénomène est assez différente selon comment on la regarde. Et donc, on sait aussi que les sociétés les plus violentes sont les sociétés les plus inégalitaires. Enfin, il y a une corrélation nette. Je le dis aussi, je travaille sur les politiques sociales, et ça a à voir avec ça, quand même. Voilà. Mais, donc ça, c'est des tendances en moyenne, je rentrerai après dans le vif du sujet, mais on a de forts contrastes territoriaux dans l'espace. Donc la moyenne, c'est une moyenne, mais après, si vous regardez les violences à Marseille, si vous les regardez dans les quartiers chauds de la politique de la ville, évidemment, il y a un écart à la moyenne qui est assez important. Donc vous voyez bien qu'il faut être assez, non pas prudent, c'est pas une question de prudence, c'est qu'il faut être rigoureux avec le phénomène et pas se contenter de vues d'avion un peu vite fait. Donc on a aujourd'hui des contrastes territoriaux très forts, et donc il y a aujourd'hui des territoires où il y a, j'allais dire, qui sont plus violents, je ne sais pas si le terme est approprié, mais où la violence est plus fréquente que d'autres. Et donc bon, on les voit un peu à l'œil nu, ils font parler d'eux. Donc voilà, ça c'était sur fond de tableau. La première question, est-ce que ces phénomènes de violence de groupe, de jeunes, parce qu'il y a des violences de groupe, pas de jeunes, je pense aux hooligans par exemple, enfin, on appelait ça les hooligans, aujourd'hui on appelle ça des supporters, non mais qui sont un phénomène, vous voyez, où les gilets jaunes, enfin je pense aussi à la violence des manifestations paysannes il y a une vingtaine d'années, enfin voilà, il n'y a pas que des violences de jeunes dans les groupes, il y a aussi d'autres types de groupes, mais enfin on va se focaliser sur les jeunes. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? Alors pour ça, évidemment, pour dire plus ou moins, il faudrait compter.
avec rigueur, dans la durée, ce qu'on ne fait pas. On ne sait pas, en France, dire en toute rigueur s'il y en a plus ou s'il n'y en a pas plus. Donc c'est toujours la querelle des chiffres de la délinquance, mais là c'est un phénomène particulier, la RICS. Et donc là, évidemment on a des chiffres de la police, mais la police produit des chiffres à partir de ce qu'on lui rapporte, à partir de ce qu'elle regarde, et à partir de ces catégories. Et la catégorie RICS dans l'appareil statistique policier, enfin vous en parlerez peut-être ou pas, mais on aura l'occasion d'échanger, elle n'est pas spécifique. Voilà. Donc on a des chiffres policiers là-dessus qui sont assez faibles. Et sinon, on a des chiffres parcellaires, hétérogènes, ça qu'on a dans tel quartier, quelqu'un qui dit depuis 2 ans, il y a tant de RICS. Mais avec ces chiffres, on peut guère s'appuyer dessus pour établir vraiment une progression d'ensemble. Donc en toute rigueur, on ne sait pas. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, et on ne prend pas le chemin, puisque toutes les instances de comptage qui existaient n'existent plus, donc on n'a pas aujourd'hui un appareil statistique qui puisse nous indiquer clairement comment ça bouge. C'est dommage, hein, si vous voulez, il y a une surchauffe politique sur ces sujets, et il y a une sous-cotation méthodologique. Peut-être d'ailleurs qui permet justement la surchauffe politique. Hein, c'est peut-être pas aussi découplé que ça. Mais par exemple, quand on avait travaillé sur la stratégie parisienne de prévention des RICS, on l'avait tout à fait bien vu. Il y avait à la ville de Paris un service de prévention qui comptait les RICS. Donc il y avait un service dédié, une personne, donc ça veut dire que ça coûte de l'argent, ça demande une méthode qui était empirique, mais enfin qui comptait quand même. Et je me souviens que les chiffres qui étaient produits par ce service-là étaient 2 fois plus élevés, c'est le contraire que dans les manifestations, que ceux de la police. Et oui, c'est selon la police, selon les organisations syndicales, à front renversé ici. Alors pourquoi ? Non pas que je ne fais pas du tout une querelle à la police sur la main dans tel compte, etc. Et là, son système, il faut s'en servir pour ce qu'il est. Mais on s'est interrogé sur pourquoi il y avait une telle différence de chiffres. C'était sur 2 ans. Hein. C'était de l'ordre de 200 pour la police, de 200 RICS, et de l'ordre de 400 pour le service prévention. Sur 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et on a regardé pourquoi. Donc, pareil, quand vous voyez les gens, vous allez interviewer, vous regardez, c'est là où on fait du terrain. Parce que le service de prévention, il comptait pas mal de RICS qui n'étaient pas aboutis, c'est-à-dire qui comptait comme une RICS qui avait démarré mais qui n'avait pas abouti en tant que telle, abouti au sens il n'y avait pas de victimes, ou simplement elle s'était défaite comme elle s'était faite, elle s'était un peu décomposée avant d'arriver à son terme, mais c'était compté comme une RICS. Ou donc des RICS aussi sans victimes. Il y avait des RICS, mais s'il n'y a pas de victimes, la police n'est pas saisie, donc elle ne le compte pas dans son appareil. Donc vous voyez, il y a un décalage qu'on comprend facilement quoi, entre ce qu'on observe socialement et ce que la police constate, qui est structurel. Et donc on voit que le débat sur le nombre, est-ce qu'il y en a plus ou pas, à mon avis, est une voie sans issue, parce qu'on peut en débattre, voilà, il faudrait que, il y aurait qu'à, on l'a pas. On l'a pas, point. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe une augmentation de la sensibilité à ces phénomènes. C'est-à-dire on voit bien qu'il y a des violences aujourd'hui socialement qui choquent plus que d'autres. Violences faites aux femmes, violences aux enfants, l'affaire d'Annecy la semaine dernière, les personnes âgées, les enseignants. Enfin, on voit qu'il y a et les RICS en font partie, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité sociale à ce genre de phénomène qui ne dépend pas de leur nombre, à mon avis, mais de leur acceptabilité sociale. On estime aujourd'hui qu'il n'est pas normal, je partage ça, que des jeunes meurent sous les coups d'autres jeunes dans l'espace public en France. Et ça, c'est une sensibilité. Je veux dire qu'il y en ait 200 ou 400, je crois que ça ne change rien à l'affaire. Vraiment, sur cet aspect-là. Donc, et cette acceptabilité, on va en parler plus tard, j'en reparlerai puis probablement dans notre échange, elle est évidemment influencée par 2 phénomènes que tout le monde ici connaît bien, les chaînes d'infos,
Vous voyez bien que les événements d'Annecy la semaine dernière sont chauffés à blanc même pas que les chaînes d'infos, on pourrait dire l'information, les médias. Parce que j'écoutais une chaîne de service public qui était du même acabit sur ces sujets. Donc les chaînes, les médias et les réseaux sociaux. Et donc on voit bien que l'acceptabilité, elle est attisée par ça. C'est-à-dire que même si vous n'en pensez pas grand-chose, au bout d'un moment, les événements d'Annecy, on ne peut pas aujourd'hui socialement aller rencontrer des gens sans avoir à se prononcer d'une certaine manière sur normal, pas normal, acceptable, pas acceptable. Et donc, évidemment, ça nous met en marche sur ces sujets. Donc on peut dire, pour clore sur ce volet-là, qu'il y a peu de RICS, numériquement, mais on les tolère moins, ça c'est sûr. Donc, vous voyez, je travaille plutôt sur l'acceptabilité du phénomène, sans être obligé de passer par le détour arithmétique qui dirait, puisqu'il y en a plus, c'est plus grave. Je crois que sur l'acceptabilité, la démonstration est faite. Je rappelle qu'il y a plus d'enfants mineurs qui décèdent dans leur famille que dans les RICS. Donc l'endroit certainement le moins sécure pour les enfants, c'est leur famille. Enfin, je vois que... donc contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà sur est-ce qu'il y en a plus? On ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'on le tolère moins, ça c'est certain. Deuxième question, est-ce que c'est si nouveau que ça? Est-ce que, quand on parle RICS, de quoi veut-on parler? Et donc, est-ce que c'est nouveau? Donc le sous-texte, c'est ça a toujours existé. Et puis le sous-texte du sous-texte, c'est comme ça. Si ça a toujours existé, on ne peut rien y faire. Il faut que jeunesse se passe. Ça fait partie. Donc vous voyez, alors moi je me rebelle contre cette construction-là, quoi. Alors, est-ce que c'est nouveau? La réponse est assez simple. C'est oui et non. C'est comme ça. Comme le chat de Schrödinger, qui est vivant et mort en même temps. Là, c'est oui et non. Donc oui, les violences de groupe, les violences de jeunes en groupe existent depuis longtemps. C'est documenté, on le sait. Donc c'est pas des appréciations, c'est pas des opinions. Il y a des travaux historiques. Je pense à Robert Mouchemblé, l'histoire de la violence, pour ceux que ça intéresse, qui est vraiment l'établi de manière très claire à travers notamment les minutes des procès. Donc on voit bien qu'il y avait des passages en groupe, donc non seulement en Europe depuis, on va dire, le Moyen-Âge, mais aussi dans différentes parties du monde. Et là, les ethnologues, les sociologues ont multiplié les travaux, on n'en manque pas, de Margaret Mead à d'autres, Patrick Baudry, par exemple, qui a aussi fait des observations là-dessus. Donc on voit ces violences de jeunes en groupe dans différentes civilisations, mais quasiment toujours, enfin pas quasiment, toujours avec une valeur initiatique. C'est-à-dire qu'elles étaient porteuses de sens, et donc d'un sens qui était partagé par plus que ceux qui étaient pris dans la RICS. Enfin, il y avait un sens collectif à la RICS. Et en France, jusqu'au XXe siècle, donc le XXe siècle en France, il commence après la guerre de 40, enfin, deuxième moitié du XXe siècle. Non, les RICS villageoises sont perçues comme des pratiques quasiment sportives. Enfin, pour ceux qui ont vécu à mais dans les quartiers, c'est pareil. C'était une épreuve qui était plutôt valorisée. Le fils qui rentrait avec une dent en moins parce qu'il s'était bagarré était auréolé d'un certain prestige. Donc dans ces RICS villageoises, il y a deux ingrédients que je trouve qu'on retrouve aujourd'hui moins visibles, mais à mon avis qui sont encore présents. C'est toujours une mise en scène de la virilité. Donc avec les valeurs associées, courage, force, solidarité, etc. Et toujours sous-tendu par la production d'identité. Ça, à mon avis, c'est deux aspects qui sont tractés par les RICS historiquement, et à mon avis aujourd'hui aussi, même si elles ont des formes assez différentes.
Et donc, il y a toujours eu du nous et du eux. Donc, vous voyez, je ne vais pas tomber dans l'image de la guerre des boutons, hein, mais enfin, tout le monde a ça. Tous les gens qui ont un certain âge ont vécu ça, mais même d'ailleurs ceux d'aujourd'hui. Tel quartier contre tel autre. Et donc, les bagarres des balles populaires, des boîtes de nuit, aujourd'hui, c'est des stades. À mon avis, ça véhicule. C'est de la mise en scène de la virilité. Et ça, c'est producteur d'identité. Alors, quel type d'identité, ça, on peut en discuter. Alors, je ne vais pas chaque fois que je me lance là-dedans, je vais aller me lancer sur le foot et il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dit « Mais non, mais pas du tout, l'OM, Paris Saint-Germain, c'est des vraies identités. » Je laisse tomber ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que... Enfin bon, j'ai très envie d'y aller, mais on fera ça après. Non, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, ces rixes, ces bagarres, elles sont délégitimées de leur contenu symbolique et sociaux. Ça n'apparaît pas comme ça, elles ne sont plus acceptées comme telles, elles sont plus acceptées comme productives de valeurs ou de liens entre les jeunes. Elles sont perçues, au contraire, comme une dégénérescence du lien, sans valeur rituelle, et on parle d'ailleurs à peu près systématiquement de barbares, d'actes barbares. Donc le barbare, c'est celui qu'on ne comprend pas, et on voit bien la prise de distance du corps social avec ce qui se passe dans la rixe, qu'on ne sait pas décoder, et puisqu'on ne sait pas le décoder, c'est qu'évidemment, ils sont d'un autre monde qu'on ne comprend pas. Et donc ça, c'était la partie, ça existe depuis longtemps. Et donc, est-ce que c'est nouveau? Eh bien, il y a quand même du nouveau dans les rixes aujourd'hui. Je le dis comme ça, et surtout qu'il y a une mutation du phénomène. C'est-à-dire qu'on a des mutations dans d'autres domaines. La mutation, c'est qu'il y a de l'ancien plus du nouveau. Donc je crois qu'il y a toujours les valeurs de virilité, j'en parlais, etc. Mais je crois qu'il y a autre chose aujourd'hui qui se joue. D'abord, le contexte social a complètement changé, évidemment. Mais pour des raisons, d'ailleurs, que Hervé, tu évoquais aussi rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les phénomènes de rixes aujourd'hui? Elles concernent des jeunes plus jeunes. C'est-à-dire que les bagarres rituelles là, que j'évoquais, que Robert Mouchamblé évoque à travers les arts, c'était les conscrits. Donc les conscrits, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était les 18-20 ans. Aujourd'hui, on est sur des 14-15 ans. Quand tu as une réunion qui commence à 19 ans. J'ai pas compris. Oui, ça m'a perturbé. Mais si vous comptez me déstabiliser, vous n'y arriverez pas. Je me ressaisi. Donc avec des jeunes plus jeunes, voilà, autour de 15 ans, c'est-à-dire que quand on a fait la stratégie parisienne, quand on a travaillé, ce qu'on n'a pas fait tout seul évidemment, autour de la stratégie parisienne de prévention des rixes, tous les jeunes décédés, donc il y en avait 5 ou 6, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 5, tous avaient moins de 16 ans. Et c'était tous des garçons. Donc il faut regarder les choses comme elles sont. À titre d'exemple, la moyenne d'âge des règlements de compte à Marseille, aujourd'hui, elle est de 25 ans. Donc une RIC, c'est un règlement de compte. Par exemple, avec cet indicateur-là, on voit bien que ça ne touche pas les mêmes publics, j'y viendrai après. Donc elle concerne des plus jeunes. Et je ne sais pas vous, mais moi, avec des jeunes de 14-15 ans, je trouve que c'est des enfants. Ce pas des jeunes. Donc je dirais que c'est des rixes d'enfants qu'on a. Alors, enfants d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est souvent d'ailleurs un angle mort, ça qu'on en parle comme des jeunes, comme s'ils avaient 25 ans. Et je trouve que là, il y a une illusion d'optique sur ce problème-là, qui est à regarder. Donc ça, c'est le premier élément de mutation, on va dire l'âge. Et le deuxième élément de mutation que je perçois, c'est les réseaux sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure, qui changent la donne. Parce que pour plusieurs raisons, mais que vous connaissez aussi bien que moi, ils touchent plus d'enfants d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on peut mobiliser dans une RIX un nombre, je sais pas, 50, 100 contacts, alors qu'avant, pour faire une RIX, il fallait se parler, il fallait le temps que le truc circule, même si le bouche-à-oreille va vite, ça va quand même moins vite qu'un Snap ou
donc là, ça touche plus d'enfants, plus vite. Donc les réseaux sociaux, sur la vitesse de concentration, on pourrait dire, jouent beaucoup. Et donc le phénomène de la vitesse, c'est que ça échappe aux adultes. Les adultes n'ont pas le temps. Vous voyez, si le message arrive maintenant dans le collège en disant ce soir, il faut rendez-vous à les parents que vous êtes, que nous sommes, n'ont pas le temps d'intervenir sur le phénomène. Donc, alors, il y a les parents qui ne comprennent pas, et puis il y a surtout la rapidité de mobilisation par les réseaux sociaux. Donc c'est le deuxième élément de mutation avec les réseaux. Le troisième, il pourrait y en avoir plein d'autres, je pense. C'est un sujet dans le sujet. C'est que ça donne une visibilité au RICS qu'il n'y avait pas avant. J'en parlerai aussi tout à l'heure. C'est que le fait de se filmer donne une visibilité au phénomène. Et on les connaît d'ailleurs essentiellement par les films les images des jeunes eux-mêmes au sein de la RICS. Et c'est ça qui est repris par les trucs en boucle. Et je sais, pour avoir interrogé par exemple sur Paris, quand les journalistes arrivent, ils cherchent qui a fait des images. Le journaliste vient en disant qui a des images, et c'est monnayé plus ou moins, soit monétairement, soit avec d'autres. Mais il y a. Et les jeunes aujourd'hui le savent, évidemment. Donc plus de visibilité au phénomène. Donc vous voyez, il y a à la fois c'est ancien, mais c'est nouveau pour ces éléments-là, qui, à mon avis, changent peut-être pas la nature, mais disons au moins la forme du phénomène RICS. Alors maintenant, si on descend plus bas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une RICS, qu'est-ce qu'on peut observer? Et donc là, on voit bien, alors moi, chaque fois que j'ai été interrogé dans le champ médiatique ou politique, on voit bien que le discours politique et donc médiatique, ou à l'inverse, fait des amalgames. C'est-à-dire que systématiquement, quand on arrive sur le sujet, tout est dans tout, on mélange les bandes, les gangs, le trafic de drogue, les RICS. Vous voyez, une espèce de continuum de violence qu'on fait un grand paquet, là, et alors évidemment, on n'y comprend rien. C'est sûr, parce qu'on met dedans des phénomènes qui n'ont rien à voir. Et donc, de ce point de vue, je trouve que c'est très clair dans l'intitulé de votre journée sur violence de groupe, et non pas... mais moi, chaque fois, voilà, sur les bandes. Alors, je rappelle qu'on a en France un sociologue qui s'appelle Jean Monod, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Barjots, en 1971, donc c'est de la sociologie pur sucre, et qui nous expliquait que les bandes, c'était terminé. 71. Et quand je vois qu'en 2024, on me dit « mais monsieur, il y a des bandes, c'est vous qui ne les voyez pas », les sociologues, alors Monod, Dubay, enfin je me mets derrière des gens incontestables, montrent bien que la bande mythique, vous voyez, West Side Story, enfin tout l'imaginaire, n'existe pas sous cette forme-là en France depuis bien longtemps, si jamais elle avait existé un peu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de regroupement de jeunes autour des violences. Mais ça, je trouve que c'est un point déterminant, parce que si on veut travailler sur les RICS, il ne faut pas se tromper de sujet, c'est-à-dire qu'il faut être un peu précis sur ce qu'on dit. Et donc je trouve qu'il y a au moins 3 modalités différentes de regroupement de jeunes qui peuvent produire de la violence. Il y a les groupes organisés autour d'une activité délinquante. Donc aujourd'hui, c'est le business, drogue, etc. Donc c'est ce qui génère en général du règlement de compte. Et le règlement de compte, c'est au business la régulation des contentieux commerciaux. C'est ça que ça veut dire. On ne va pas dans le tribunal administratif, mais c'est ce que ça représente. Et donc des contentieux commerciaux, soit liés à l'argent, liés au territoire, mais c'est la même chose. Et donc ça, c'est une forme, en effet, ça existe aujourd'hui, malheureusement. Ça existe de plus en plus, de manière très structurée dans les quartiers. Et on voit bien à quel point on s'en sort plus de ce phénomène-là. Mais ça, c'est un phénomène, alors je ne le nie pas, je ne le minore pas, au contraire, mais les RICS dont je parle, ces RICS de jeunes qui se réunissent de manière spontanée, ça n'a pas à voir avec ça. C'est pas pour défendre un territoire ou un business qu'il y a une RICS.
c'est pour d'autres raisons que je vais évoquer. Et donc, dans ces groupes organisés, l'argent est au centre des préoccupations. Et donc là, en effet, on a des groupes qui sont assez structurés, avec des donneurs d'ordre, des exécutants. Enfin, c'est d'ailleurs la définition anglo-saxonne des bandes. Hein. C'est au moins 3 individus autour d'une activité délinquante. Donc, la France a repris d'ailleurs cette... Donc, on peut parler de bande quand vous avez au moins 3 individus qui ont une activité délinquante. Les RICS de collégiens, pour être plus précis, dont je parle, c'est pas ça. Alors, attention, tous ces mouvements ont des frontières poreuses. Hein, c'est pas parce que l'un est vrai que l'autre est faux. Ça peut être co-présent sur les mêmes territoires, mais ce ne sont pas les mêmes phénomènes. Ça, c'est important. C'est pas pour faire de l'esthétique sociologique. C'est que si on veut travailler sur ce phénomène-là, il faut savoir sur quoi on travaille. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes stratégies d'intervention. Donc ça, les groupes organisés. Après, il y a des groupes informels, mais réguliers, dans les quartiers notamment. Alors les quartiers, c'est aussi une notion très vaste, mais enfin, en même temps, tout le monde le voit, hein, c'est ceux qui tiennent les murs, quoi. Et aujourd'hui, moi qui tourne beaucoup et depuis longtemps, je ne connais pas de quartier populaire qui ne connaissent pas ce phénomène de regroupement de jeunes. À tel point, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, un président de la République avait pris un arrêté anti-regroupement de jeunes, qui est une manière d'aborder le problème, avec le succès que je vous laisse deviner depuis cette loi. Non, mais ça montre à la fois une construction de problème, une réponse et une réponse. Et donc voilà, ces groupes informels, ils occupent l'espace public, ils produisent de la gêne, de l'incivilité, de la peur, mais ils ne génèrent pas centralement de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est au centre de leurs préoccupations, c'est autre chose. C'est le temps passé, les copains, l'image de soi. Donc là, voilà. Après, ils peuvent servir, donner des services économiques à la marge, hein, faire de la surveillance, faire du transport pour des activités délinquantes. Mais disons que l'argent n'est pas au centre du regroupement. Et je trouve qu'aussi de qualifier tout regroupement de jeunes de bande est absolument excessif. Et ça ne marche pas d'ailleurs, parce que les jeunes disent, c'est une illusion d'optique la bande. C'est-à-dire que ceux qui sont dedans disent ben non, on n'est pas une bande, on est un groupe, dans le quartier tout le monde connaît. Alors, selon comment on regarde, j'ai vu des policiers qui me disaient monsieur, vous êtes un doux rêveur, dès qu'il y a un quartier, il y a une bande. Parce qu'il y a des jeunes, donc pour lui, vous voyez, les policiers. Bah, je me rappelle d'un policier dans l'Essonne il n'y a pas longtemps, je comprenais son point de vue, hein, mais moi je sais pas, je le partage pas. Donc voilà, amalgamer les groupes structurés et les groupes informels me semble faux. Sur le point de l'observation. Et puis on a des groupes spontanés, donc ceux qui vont être à l'œuvre dans les RICS, dont je vais parler, qui sont ces groupes à géométrie variable, qui se forment selon les opportunités. C'est-à-dire que le groupe de la RICS, enfin toutes les RICS que j'ai regardées, avant la RICS, c'était pas un groupe. C'était un réseau, les jeunes se connaissaient, mais on ne peut pas dire que ça soit un groupe au sens structuré du terme. Et donc, ça c'est une difficulté pour travailler sur la RICS parce qu'on aimerait mieux, on a dans la tête le modèle du général qui appelle ses lieutenants, qui appelle ses troupes. C'est pas comme ça que ça marche. Le réseau social, il fait circuler une information, ça se coagule en essaim, comme un essaim d'abeilles. Vous voyez, il n'y a pas, ça se forme comme ça. Et donc ça, c'est un peu difficile à accepter. Mais je crois que c'est un point important, même si dans ces groupes en essaim, il y a des positions différentes des jeunes. Alors, quand on avait travaillé sur Paris, il y avait des collègues d'un cabinet qui s'appelle Trajectoire, qui avaient interviewé des jeunes et des travailleurs sociaux qui étaient pris dans les RICS, et qui avaient mis à jour, de manière très claire d'ailleurs, 3 types de statuts dans ces groupes-là. Les incitateurs, donc vous voyez le noyau dur, ceux qui poussent à l'acte, et qui ne sont pas forcément dans la RICS. Ça peut être des gens plus âgés, qui ramènent de l'histoire, on ne s'est jamais fait marcher sur les pieds, c'est pas ceux de machin qui vont nous dire, vous voyez. Donc ça, c'est des incitateurs, mais ils peuvent avoir 35 ans, 40 ans, et pas être dans la RICS. Il y a les engagés,
Donc ceux qui aiment faire le coup de poing, si on cherche quelqu'un pour faire le coup de poing, on sait où les trouver, c'est eux, ils aiment ça, parce qu'ils ont en général une certaine réussite dans le domaine, et donc ils gagnent évidemment en notoriété à travers ça. Et puis un troisième cercle qu'ils appellent les obligés, c'est-à-dire que c'est un peu pas dire les suiveurs, mais en disant que si vous l'obligé, c'est que s'il n'y est pas, ça va être difficile de revenir dans le collège le lendemain. Vous voyez, c'est juste de dire, bon, un peu dégonflé, un peu, t'as pas joué le... Mais enfin, s'ils avaient une autre alternative, s'ils ne s'étaient pas sentis obligés, ils n'y seraient pas allés. Enfin, je dis ça pour montrer que les statuts, tout ça aussi bouge en même temps, quoi. Et que les jeunes peuvent changer de statut à un certain moment, même à l'intérieur de la RICS. Au moment de la RICS, au moment du coup de poing, un jeune il peut rentrer sous un statut et puis finir dans un autre. Donc, vous voyez, c'est pas des statuts en bronze qui sont immuables. Hein. Tout ça bouge beaucoup. C'est pour ça que ça contribue à construire des identités. C'est que les jeunes expérimentent des choses là-dedans. N'oublions pas que ce sont des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans. Donc, si vous voulez, c'est pas ils sont en train de voir ce que ça veut dire d'être un bagarreur, quoi. Donc voilà, ça c'est un point important. Donc ce qui caractérise une RICS, donc avec Laurent Barbe, on a mis à jour une dizaine de points, pas une dizaine, 10 exactement. On a beaucoup travaillé pour en avoir 10. Esprit un peu comme ça, vous voyez. Et, donc il n'y a pas de définition officielle de la RICS. Il y en a dans le dictionnaire, bien sûr. Hein. Querelle violente accompagnée de coups. J'ai regardé ça, hein, vous voyez, c'est... Par exemple, il n'y a rien sur le nombre dans la définition du LAROX. Et donc nous, on n'a pas une définition de la RICS. On a dit, dans les RICS qu'on a regardé, on voit des constantes. C'est celle-ci que je vais vous livrer. Donc c'est à partir d'une observation. C'est pas une théorie, c'est empirique. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, il y a des RICS quand il y a ça. Et donc, voilà, on en a regardé quand même un certain nombre sur Paris et ailleurs. Donc, une RICS, c'est toujours un affrontement physique entre jeunes. Donc, il y a de l'affrontement physique. C'est pas que des insultes d'un côté à l'autre de la rue. C'est-à-dire qu'on y va et on se bat. Donc, on vient dans la RICS pour en découdre. On vient pour se battre. On vient pour blesser. Évidemment, la pente peut amener à tuer. Mais ce n'est pas forcément l'intention initiale. Enfin, je vais te tuer, d'accord, mais c'est souvent une invective. Mais en fait, on vient pour se battre. Ça, c'est sûr que dans les RICS qui se constituent, on voit bien les jeunes arriver avec bâton, barre de fer, couteau, tournevis, etc., etc., j'en passe, et des pires. On appelle ça les armes par destination. Donc on voit bien qu'il y a quand même l'intention de la castagne, quoi, assez forte. Pour l'instant, je le note devant une assemblée choisie comme ici, je ne sais pas ce que ça va devenir, on n'a pas d'armes à feu. Alors qu'il y a des armes à feu qui circulent. Dans les RICS entre jeunes, alors sont-ils trop jeunes, ou est-ce que ça ne correspond pas à ce qui est en train de se jouer, mais on n'a pas le jeune qui vient et qui tire dans le tas, si j'ose dire. Faut le remarquer pour l'instant, en touchant du bois, en espérant que ça dure. Donc, deuxième point dans une RICS, je l'ai dit, je le redis ici dans mes 10 points, ce sont des jeunes. Donc, dans la majeure partie des publics concernés par les RICS, ce sont des mineurs, comme on dit dans le langage judiciaire. Donc, je l'ai dit, les morts étaient des jeunes de 14, 15 ou 16 ans. Donc, ce n'est pas des gangs, je vous l'ai dit. Les règlements de compte à Marseille, c'est 10 ans de plus, en moyenne. Donc on voit bien qu'on n'a pas les mêmes types de publics. Ce sont des jeunes hommes, ce sont des garçons. Tous les morts parisiens, je vous l'ai dit, étaient des garçons. Il y a une fille qui a été décédée dans une RICS en Essonne il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus. Et elle essayait de séparer les garçons. Donc, mais ça ne veut pas dire que les filles sont absentes de la RICS, mais elles sont présentes à une autre place, soit comme incitatrices, soit comme spectatrices. Donc on peut être, vous voyez, acteur de la RICS à différents niveaux, mais enfin il me semble que d'après ce qu'on observe, hein, c'est un phénomène essentiellement masculin, comme toute la délinquance de jeunes depuis qu'elle est documentée,
qui donc transportent des valeurs de virilité, le capital physique, enfin, donc tout ça, évidemment, ça vaut très cher sur le marché de la séduction, qui est un élément capital à l'adolescence, enfin, pour lequel on est prêt à mourir, la preuve. Des valeurs de groupe qui sont aussi intrinsèques avec l'adolescence, enfin, on veut le faire avec ses copains, etc. Donc ça c'est un point important. Donc jeune en groupe, j'y viens. Les RICS dont je parle ici mobilisent des dizaines de jeunes. C'est que c'est pas 3 contre 3, c'est pas du bune à bune comme on dit à Lyon. Vous voyez, et là aussi c'est différent du règlement de compte. C'est que c'est des groupes, on voit des RICS, je pense dans l'Oise, je ne vais pas citer pour ne pas stigmatiser les quartiers, mais enfin c'est 30, 40 jeunes contre 30, 40 jeunes de l'autre côté. Donc on est sur des grands groupes, donc on voit bien que la périphérie des groupes, elle est plus flottante, quoi. C'est les fameux obligés dont je parlais tout à l'heure, donc c'est l'effet dessin dont je parlais tout à l'heure. Et donc ce qui est intéressant dans ces phénomènes de groupe, pour les jeunes, quand on les débriefe après, vous allez en parler, c'est qu'évidemment les jeunes disent « mais moi je me suis laissé entraîner ». Ce qui est absolument vrai, parce que tout le monde entraîne tout le monde, puisque c'est un phénomène collectif. Il n'y a pas un entraîneur et des entraînés, c'est un processus d'entraînement. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas travailler sur... Enfin, je suis un peu péremptoire dans ce que je dis, mais je crois que c'est un élément important à comprendre pour saisir ce phénomène-là. Et de ne pas essayer d'isoler le leader, voyez, de comprendre. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc c'est des groupes transversaux, enfin je ne sais pas comment le dire, je pense que l'image de l'Essin qui était employée par des éducateurs de prévention spécialisés en Essonne me va bien. 5e point sur la RICS, je vais avancer parce que sinon Hervé va me taper. Je vais les rixer. De manière, non, dans la RICS, c'est toujours, la RICS est ostentatoire, enfin elle ne se cache pas. Contrairement au règlement de compte, que la RICS, elle se fait dans un espace public, dans les gares, dans les parcs, dans les sorties de collège. C'est pas un élément qui se cache, qui est quand même assez particulier. On pourrait se dire, oui, s'ils ont des choses à régler. Non, c'est quelque chose. Donc ça a à voir avec la visibilité, fait partie de la RICS. Donc ça, c'est un point aussi important à relever. 6e point, de manière explosive et spectaculaire, c'est-à-dire qu'il y a une logique de meute et d'acharnement, et c'est ça qui choque assez souvent. C'est que le jeune est à terre, et tout le monde vient, tire un coup de pied, met un coup de... Et on est très surpris que des jeunes en soient conduits à faire ça. Mais parce que, évidemment, on regarde ça, on n'est pas dans le show de l'action. Donc, vous voyez, et donc on sait bien, là, les sociologies de groupe est une science exacte, hein, le groupe abolit le discernement, hein. Match de foot, regardez, voilà. Mais tout le monde a des expériences dans le concert, enfin, quand vous voyez, abolit le discernement et abolit le sentiment de responsabilité. Et que si tout le monde le fait que je le fasse est moins important que si je le faisais tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on a des comportements, l'effet de meute qu'on connaît bien malheureusement, là joue à plein. Et donc en effet, la violence c'est une pente qui peut descendre très bas, très vite, et avec les réseaux, quand on voit les photos, en effet, on se dit, mais que se passe-t-il? Enfin, comment c'est possible? Et c'est ça qui rétroagit sur nous, et évidemment, les jeunes pris séparément, eux non plus reconnaissent pas leur acte. Là, on voit bien que dans les cabinets de juges pour enfants, le gamin il dit ben, j'en sais rien, ou les parents mais c'est pas lui. Alors vous voyez, c'est pas lui, c'est lui socialement, mais psychiquement c'était pas lui. C'est pas en effet pas le gamin qu'on voit le matin au petit déjeuner. Voilà, donc on a ouvert le groupe ouvre des boîtes de Pandore qui nous surprennent. 7e élément dans la RICS, les motifs de la RICS sont toujours dérisoires. Futile, anecdotique, enfin, on est toujours sidéré, quoi. On se dit, mais non, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on ne nous a pas dit. Puis quand vous regardez des dizaines de RICS, vous voyez toujours que, alors c'est de l'image de soi, donc il m'a mal parlé, il m'a mal regardé, donc vous voyez des choses totalement imperceptibles, subjectives. Après, sur des choses plus, vol de trottinette, enfin, je vous dis les choses que j'ai vues, hein. Vol de trottinette, vol de casquette,
en Yvelines, des enfants, des jeunes qui disent à d'autres, dans ton quartier, il n'y a pas de bons rappeurs. Comment ça, il n'y a pas de bons rappeurs? Ça monte. Les petits bagarres à la maternelle, vous voyez, qui se battent, et puis les grands frères qui viennent, et ça se termine dans une rixe 50 sur 50, à coups de planche à clous. Donc vous voyez, le motif est futile. C'est pour ça que je m'autorise à dire, c'est le processus qu'il faut regarder. C'est pas la cause. Parce que sinon, on s'en sort pas, on se dit, mais enfin, ils sont fous. Ben oui, c'est un processus un peu fou, au sens où il est irrationnel, vu comme ça. Mais après, le processus de construction est quand même assez important. Ça montre aussi chez un certain nombre de jeunes, dans la société actuelle, une disposition au conflit. Et ça nous surprend, parce que quand on est adulte, notre disposition au conflit, en général, c'est un peu assagi. Mais on a un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui, pour de multiples raisons, ont une disposition au conflit qui est très élevée. Là, les enseignants peuvent en parler. Vous voyez, ça part vite. Ça part vite et on est très surpris de ça. Et ça, cette disposition au conflit est là à voir avec les conditions de vie, avec les inégalités, avec tout ce qu'on peut vivre par ailleurs, qui fait qu'on va avoir une réactivité plus grande. Donc c'est pas la cause qui est à regarder, je crois, dans les RICS, c'est le processus de constitution. Et, alors bon, je pense toujours à Deleuze, il avait une phrase que je comprenais pas, il disait il faut commencer par le milieu. Et, vous voyez, il faut trouver d'autres constructions de sens qu'un début, un milieu, une fin. Et je crois que ça s'applique à ça. Vous voyez, c'est chercher la cause première, et puis une déclinaison, et puis un résultat, à mon avis, est une fausse piste méthodologique. Et donc il faut se mettre dans une autre perspective qui a à voir avec les jeunes aujourd'hui. Avant-dernier point, c'est le rôle des réseaux sociaux, je vous en ai parlé, donc tout le monde le voit aujourd'hui, hein. Ça transporte de la rumeur, donc la question de l'image de soi que l'adolescence a toujours eu, enfin, dans notre société contemporaine on va dire, hein, là elle est démultipliée, donc les photos, enfin tout ce que maintenant on sait bien, hors du contrôle des adultes, je l'ai dit, et c'est vrai que le principal de collège m'avait dit ça il y a déjà bien 5-6 ans, dans un collège de Montbrison, dans la Loire. Donc vous voyez, je ne sais pas non plus, pour dire qu'il y a des phénomènes partout. Elle avait une expérience sur son poste de principal, elle me disait, mais vous savez, avant, on avait une semaine avec les collégiens, la tension montait, le week-end arrivait, ça faisait refroidissement, et on les retrouvait le lundi posés. Elle dit, maintenant c'est le contraire, ils partent en week-end, ils se chauffent sur les réseaux sociaux, et on les accueille le lundi matin, chaud bouillant, prêt en découdre. Le dernier X que j'ai regardé, là, le jeune, je ne sais plus, c'était un lundi matin à 8h. Enfin, pour illustrer ça. Donc, avec tous les caractéristiques, un jeune garçon, 15 ans, le lundi matin à 8h, bim. Donc ça a à voir avec... et donc les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui faisait circuit de refroidissement aujourd'hui, ça s'est inversé, voilà où ça mute. Et ça produit plus. L'avant-dernier point, c'est que dans la RICS, la position d'auteur et de victime est aléatoire. C'est-à-dire que celui qui est victime aurait pu être aussi auteur. Enfin, c'était pas prédéterminé. Vous voyez, il n'y a pas des agresseurs, des agressés. Il y a et des agresseurs et des agressés. Enfin, les rôles sont interchangeables. Et ça aussi, je pense que par rapport au droit, mais par rapport aussi à l'éducation, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. Vous voyez, et faire la part des choses entre toi tu es agresseur, toi tu es agressé, ben, ça aurait pu être l'inverse. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et ça explique d'ailleurs souvent pourquoi les proches, notamment les parents, ne comprennent pas pourquoi il est victime, pourquoi lui. Ben parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment, pour les processus que j'ai évoqués précédemment, et il se trouve en position de victime. Mais on voit bien que les auteurs, c'est un peu... Alors bon, la victime, ok, dramatique, mais pour l'auteur, toute chose étant égale par ailleurs, c'est un peu la même... il se trouve auteur, mais bon... il aurait pu ne pas l'être. Et ça, je trouve que c'est un point important, justement, pour faire du droit juste, de le comprendre. Et puis, le dernier point qui est probable, alors celui-là, qui est toujours là aussi, c'est l'affirmation territoriale. C'est-à-dire que dans les RICS, il y a toujours un drapeau. Un quartier, un collège, c'est toujours sous un drapeau que la RICS se déroule. Donc ça, c'est les constructions d'identité dont je parlais tout à l'heure, au début de mon propos.
Et aujourd'hui, par défaut, l'identité territoriale est une identité que des jeunes utilisent pour s'affirmer. Enfin, oui, on est moins aujourd'hui, je sais pas, fils d'ouvrier ou fils de paysan. Vous voyez, on s'inscrit moins dans des affiliations sociales ou professionnelles. L'affiliation territoriale est un peu l'affiliation, j'allais dire, résiduelle, bien qu'on puisse l'interroger vraiment, que je fais d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire être d'un quartier? Est-ce que c'est parce qu'on y est né? Est-ce que c'est parce qu'on y vit? Est-ce que c'est parce qu'on y a des attaches? Et on voit bien quand on regarde, des jeunes sont tués, je pense à Paris, je ne vais pas dire qui, mais qui était tué dans une rixe de quartier, alors qu'il n'habitait plus le quartier. Mais il se sentait du quartier. Donc vous voyez, l'affiliation territoriale est quelque chose à prendre aussi avec des pincettes. Et ça, c'est autant d'éléments pour travailler sur ce que ça veut dire que le territoire. Je dirais, juste avant de terminer, que là aussi, on a pour l'instant, pourvu que ça dure aussi, pas de rixe, que j'en ai pas vu, de rixe ethnique ou raciale. Vous voyez, on n'a pas... Enfin, je le dis parce qu'aux États-Unis, c'est une composition qu'on a. C'est pour dire aussi qu'on n'a pas tout le package des violences de rue. Non, mais peut-être que si on se revoyait dans 4-5 ans, on aurait des distinctions comme ça. Donc, tu me laisses encore 5 minutes ou pas? 4,5. Ok. Large. Je suis large. C'est bon. Donc, voilà, simplement, je vais sauter ça. Nous, c'est sur les points, donc que faire? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, le principe de Bruno Latour, hein, qui dit, quand on a bien décrit la falaise, il faut décrire les prises pour pouvoir l'escalader. Et donc voilà, j'essaye un peu d'incarner ça. Premièrement, dans les RICS, je pense que pour travailler sur ce phénomène-là, ce qu'on avait fait à Paris, c'est distinguer avant, pendant, après. La RICS, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes moments, c'est pas les mêmes enjeux. Il y a des moments où il est temps de faire de la prévention, il y a des moments où c'est plus le temps de la prévention, c'est le temps de l'action, et puis il y a un temps d'après qui est un... Et donc ça, il faut bien distinguer à quel moment on est en train d'intervenir, sachant que dans les RICS, l'idée du match retour est très importante. Hein. C'est pas un one-shot, une RICS. C'est toujours un processus, vous voyez... il y a toujours un lendemain, quoi, comme disait l'autre. Les violences ne sont jamais sans lendemain. Et bien là, ça illustre ça. Donc distinguer l'avant, pendant, après. Sortir de la lecture au coup par coup pour entrer dans une lecture de processus, que j'ai essayé de faire. Donc c'est pas s'il y a une nouvelle RICS, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand il y aura une nouvelle RICS, qu'est-ce qu'on fait? Il y en aura. Je suis désolé de vous le dire. Donc c'est sortir de cette logique du coup par coup, c'est comme un accident. Non, c'est pas un accident. Ça fait partie aujourd'hui du mode de socialisation d'un certain nombre de jeunes qui passent par là pour construire des identités. Prendre en compte les effets invisibles des RICS sur le plan pénal, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent sur le plan social, affectif. Je crois que dans les RICS, il y a des spectateurs, il y a tous ceux qui ne sont pas blessés, qui sont ni auteurs ni victimes et qui sont traumatisés, les frères, les sœurs, enfin l'entourage. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose à intégrer dans la réflexion. La peur, voilà. L'aménagement des comportements, vu à pas mal d'endroits quand même, des élèves, enfin des jeunes qui ne passent plus dans telle rue, qui voilà, ont des circuits pour ces raisons-là, parce qu'ils ne sont pas acceptés sur le territoire. Donc observer avec méthode, ça je pense que c'est quelque chose, si on veut travailler sur ces sujets, il va falloir quand même regarder un peu rigoureusement ce qu'on compte. Vous voyez, sinon on ne va pas avancer beaucoup. Et les deux derniers points qui sont essentiels à mes yeux, associer les jeunes au travail sur les RICS. On n'avancera pas sur ces questions-là, comme sur bien d'autres d'ailleurs, si les jeunes ne sont pas associés à ce travail-là. Ce n'est pas en faisant du jus de cerveau entre nous qu'on va s'en sortir. Et je trouve que les anglo-saxons, sur ces questions-là, depuis déjà longtemps, le font, associent des anciens jeunes pris dans les RICS ou des jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est une réflexion. Les jeunes nous sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans ces processus-là. Et le dernier point, c'est pour toutes les raisons que j'ai évoquées, ce sont des passages à l'acte collectifs et qui, pour l'instant, reçoivent essentiellement des réponses individuelles.
Et là, il me semble qu'il y a un gap très important, enfin, qu'on observe depuis longtemps en éducation, hein, mais 90% de la logique est collective et 90% des réponses sont individuelles. Donc on a un désajustement de la réponse par rapport à ça. Et donc pour conclure la conclusion, je trouve qu'il faut donc rappeler que dans une RICS, qui n'est pas une forme de délinquance comme les autres, personne ne s'enrichit. Ce n'est pas une délinquance d'acquisition, donc tous les modèles délinquance, etc., à mon avis, sont inadaptés par rapport à ça. Je le redis chaque fois, parce que y a un enrichissement symbolique, mais il n'y a pas un enrichissement réel, donc c'est pas la sécurité classique, d'une certaine manière, touche ses limites. Je trouve, deuxième point, il faut sortir donc des risques de la rubrique des faits divers pour l'inscrire dans les faits de société. Une RICS n'est pas un fait divers, c'est un phénomène social aujourd'hui qu'il faut regarder comme tel. Vous y contribuez, j'y contribue. Et oui, donc c'est l'approche du coup par coup dont je parlais tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut des vraies politiques publiques. Moi je les vois arriver depuis 4-5 ans. Des conseils départementaux, je pense aux gens aussi dans l'agglomération crayoise, je sais qu'ils ont un groupe de travail là-dessus. Les cités éducatives en Essonne ont beaucoup de groupes de travail qui incluent les RICS. Donc on voit bien que c'est intégré comme un fait de société. Et donc, conclusion de ça, il ne faut pas se défausser sur la réponse sécuritaire pour traiter ces phénomènes-là. Je dis bien défausser, c'est trop facile. C'est une question sociale, c'est une question éducative qui doit être traitée éducativement avec des outils sociaux. Merci de votre attention. Alors, un grand merci à toi Gilbert, d'une part parce que tu nous as recentré aussi sur la question de l'expression des jeunes, et on ne pourra pas se passer de cette expression si on veut aller plus loin dans la compréhension du phénomène et de son traitement. Et puis tu nous as aiguillé aussi sur la question du processus. Et en cela, aujourd'hui, avec les, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais les 10 commandements du sociologue spécialiste des RICS, c'est comment on va le connecter, justement, avec nos expériences de travail en matière de justice restaurative ou réparatrice, et notamment sur le traitement collectif. Donc, comme je l'avais signifié, on va prendre une dizaine de minutes avant de laisser la parole à Anouk, mais c'est vraiment le moment de dialoguer, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste, effectivement... comment on réagit à ce qu'on vient d'entendre, de quelle façon on peut s'emparer d'un certain nombre de points, justement, dans notre quotidien, dans les expériences qu'on mène. Alors, je ne sais pas, Salomé, s'il y a des questions pour l'instant. Est-ce que dans la salle, il y a des expressions, des questions? Il y a quelqu'un qui est là-bas. Oui, bonjour, Madame Maillot, éducatrice à l'UMO de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Je vais me poser une question par rapport à ce que vous avez signifié sur la fin, sur le fait qu'il faut associer les jeunes au phénomène des RICS. Dans le département de l'Essonne, on est extrêmement touché sur plusieurs communes, sauf qu'on a l'interdiction de la part des magistrats de se faire rencontrer les jeunes qui sont à la fois auteurs et victimes. On a réfléchi à plusieurs projets à mettre en place, sauf que voilà, comment on peut faire? Est-ce qu'il faut demander une autorisation spéciale? Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Mais qu'est-ce que vous entendez par les associés? C'est-à-dire que de trouver... Il y a beaucoup aujourd'hui d'expériences où les jeunes sont associés. Moi, j'ai fait dans l'Essonne le même exposé que celui-ci. Il y avait des jeunes qui étaient à côté de moi, qui étaient des délégués de lycée, et qui ont réagi après à ce que j'ai dit, qui est une manière de les associer. En disant qu'ils ne parlaient pas de RICS, ils parlaient d'embrouille. Vous voyez, des choses que... Vous voyez, c'est déjà une dénomination. Enfin, c'est ça, les associés. Et les associés à des plans de prévention, c'est-à-dire que peut-être ce que vous dites, si les juges donnent des interdictions, c'est qu'on est dans la partie après. Mais je crois que dans la partie avant, il y a beaucoup de choses qui se font assez... Alors, vu de loin, classique, hein, mais que les jeunes se rencontrent. J'ai un contre-exemple à ce que vous dites. L'association Leia, qui fait de la prévention spécialisée à Bastia, que je crois que vous connaissez, avait, il y a quelques années, connu un phénomène de RICS où il connaissait les protagonistes des deux parties, si j'ose dire, et avait travaillé sur une rencontre. Alors, c'est pas une rencontre, c'est pas un pince-fesses, si vous voulez, c'est pas ça, c'est des rencontres quand même où on parle
encadré, mais qui avait plutôt bien fonctionné. Donc je crois que c'est une perspective à creuser. Après, il y a des magistrats qui... Peut-être les magistrats ont de bonnes raisons, enfin, chacun aussi a son rôle à tenir. Mais on voit, je sais qu'en Grande-Bretagne, ils associent beaucoup et très facilement les jeunes pris dans les RICS. Mais pas forcément, pour moi, un jeune pris dans une RICS, c'est pas forcément un auteur et une victime, il y en a plein d'autres, il y a tous les saints autour. Et là, les jeunes ont des choses à nous dire. Alors, Vincent, il y a une question en distanciel, si tu peux amener le micro à Salomé qui va la relayer. On a une question de JM Allois qui demande certaines mesures de justice restaurative ou réparative, je ne sais pas, JR, sont collectives, type conférence familiale restaurative. Pourquoi ne sont-elles pas utilisées? Ça, ce n'est pas à moi de répondre, mais je ne sais pas. Mais je pense que ça va plutôt dans le bon sens, il me semble. Moi, je pense que voilà, ces phénomènes collectifs doivent être abordés avec le maximum de transversalité. Parce que je peux dire sociologiquement, c'est que un groupe n'est pas la somme de ses membres. On le sait, etc. Donc il faut que nos réponses tiennent compte de ça. Sinon, on passe à côté. Et justement, notamment avec les jeunes, le regard des autres, l'estime de soi. Enfin, si on ne fait pas progresser le groupe là-dessus, on sera déçu. Parce que le jeune va vous dire oui, 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 oui. Et puis dès qu'il retourne dans son milieu, il est réactivé. Et donc il vaut mieux aller plus doucement, mais plus sûrement. Oui, bonjour, Samir Lamouri, directeur d'un service de réparation pénale dans le Val d'Oise. Je voulais connaître quelle était votre approche des réseaux sociaux, puisque ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. On sait que les professionnels, les travailleurs sociaux apprennent aussi à travailler avec ce phénomène, et notamment en prévention spécialisée, vous l'avez cité. Votre approche, votre analyse, puisque vous contribuez aux politiques publiques sociales. Moi, juste pour exemple, dans le Val d'Oise, le parquet nous a demandé de travailler sur une mesure cyberharcèlement avec des stages collectifs. Donc vous parliez d'approche du collectif, puisqu'on a des réponses individuelles. Donc est-ce qu'on n'est pas un petit peu en retard sur cette approche collective du phénomène, alors qu'on a toujours traité de façon individuelle, auteur, victime, et on n'a peut-être pas ciblé le bon phénomène et peut-être la bonne approche. Quelle stratégie éducative on pourrait avoir sur ce phénomène, en sachant qu'on est très en retard? Oui, j'allais dire presque par définition, sur les réseaux sociaux, les réponses sont en retard. Pour autant, moi, je trouve que ça progresse pas mal. Moi, mon idée, ma préconisation, même si j'osais, c'est que les réseaux sociaux sont un espace ouvert au public, donc il faut y être présent. Il se passe trop de choses importantes pour laisser les jeunes régler de manière sauvage leurs différends. Enfin, on voit bien les multiples exemples. Et là, ça va très vite. Donc c'est vrai qu'on a eu un débat, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, c'était à la Villette, sur ce sujet-là avec des travailleurs sociaux, où je m'étais fait chahuter, parce que je disais qu'il fallait être présent sur les réseaux sociaux. Et que je trouvais qu'à certains moments, ne pas y être, c'est sur YouTube, on peut voir, vous pouvez vérifier ce que je dis, ne pas y être, ça pourrait être, dans certains cas, une non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, des jeunes qui disent des choses sur les réseaux qu'ils ne peuvent pas dire pour de multiples raisons. Mais c'est pas parce qu'ils peuvent pas. Vous voyez, notre responsabilité, c'est de les entendre. Donc il faut mettre des cadres déontologiques, méthodologiques à tout ça. Mais je pense que... En effet, on apprend que c'est un espace public et que les jeunes mettent là-dedans tout, donc des bonnes choses, des mauvaises choses. Et je pense qu'être éducateur, c'est un peu s'occuper de ça. Alors moi, je ne dis pas qu'il faille évidemment fliquer les mômes, mais de la même manière qu'il y a des éducateurs qui sont allés dans la rue dans les années 60, vous voyez, pour assurer de la présence sociale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des éducateurs pour assurer de la présence sociale sur les réseaux sociaux, avec les mêmes précautions, enfin, sans intrusion, mais de faire de l'offre éducative, quoi. Et je vois, notamment, tiens, dans le Val d'Oise, chez vous, je ne vais pas citer aussi, je vais respecter l'anonymat des gens, mais j'ai rencontré une éducatrice de l'association Image 95, je vais le dire, vraiment qui est experte, je ne dirais pas la ville, mais vraiment qui travaille très intelligemment avec les réseaux sociaux. Et je trouve qu'elle permet à des jeunes de poser des problèmes
voyez, si elle n'avait pas l'offre à ajuster, les gamins n'exposeraient pas ça. Donc c'est en effet un nouveau champ. Il y avait la famille, il y avait l'école, il y avait l'espace public physique, et aujourd'hui on a un espace public numérique. Eh bien, allons-y.